parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre ce lundi matin. Vous êtes chez vous, chez les grandes gueules, le talk show qui parle de vous pour vous aider à mieux comprendre l'actualité de la semaine. C'est du lundi au vendredi. Merci de nous rejoindre. Nous sommes très très heureux de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour parler d'autres actualités. La famille Souma, dont les enfants portaient d'égal, a eu gain de cause. L'hôpital Donka a donc pu leur offrir des soins nécessaires et ce matin, ils vont être libérés. Après une large communication autour de leur mal dans les grandes gueules, les autorités sanitaires ont dû faire face à leur situation. Des semaines d'hospitalisation, même s'il faut regretter la disparition d'au moins 2 d'entre eux, les enfants Souma peuvent reprendre leur vie normale. Nous en parlons ce matin avec Dr Fatou Sike Kamara, directrice de l'hôpital national Donka, et Abdoulaye Souma, père des enfants guéris. Nous parlerons bien évidemment d'autres sujets. Vous le savez, l'émission elle est interactive. Vous pourrez interagir au sujet comme vous le voyez d'ailleurs sur Facebook ou sur Twitter au hashtag espace GG. Vous pouvez également nous écrire au 657 39 13 13. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos réactions, les différentes réactions que vous nous aurez envoyées dans la deuxième partie. Encore une fois, merci de nous rejoindre chez les grandes gueules avec toute l'équipe au complet ici. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Madame So, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Daouda Mohamed, bonjour. Bonjour Madame So, bonjour à tous. Ils se sentent perdus ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Non, tu sais, hein, j'ai fait au moins une semaine sans être dans ce studio. Oui, la voix est revenue. Et elle est revenue, non? Oui, ça va. Tu as essayé de toucher à quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle est revenue, Tel non? qu'on vous connaît, les camarades. Oui, ça va. Bon, crache le morceau que tu voulais avaler. On ne touche à rien qui ne nous appartienne. Ah, vous essayez on vous connaît dans la ville, les camarades. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Tantiro, comment ça va? Bien, merci. Pas de grasse matinée aujourd'hui, non, je suis désolée. Merci, c'est pas grave. Tu as tiré du lit. Oui. Alors, il est là, Jacques. Pourquoi tu fais le doigt comme ça? C'est toi. C'est toi l'orchestre de tout ça. Bonjour madame, bonjour à tous. Jacques, bienvenue. Merci alors, on continue avec l'actualité. Bien entendu, veille du Ramadan, les prix connaissent une hausse vertigineuse. Jacques Léo Leno. Oui, et déjà quelques jours avant, on était préparé, en tout cas pour cette année, on va le dire comme ça, parce que les premiers décideurs de ce pays ont été les premiers à dire que tout allait être difficile, mais sauf qu'ils disaient que c'est après le Ramadan. Mais là, le Ramadan s'annonce et on annonce des prix vraiment à couper le souffle quand on vous dit que le prix d'1 kilogramme de viande se négocie aujourd'hui à 65 000 francs guinéens, ici à Conakry. Je me demande bien comment les gens vont s'en sortir. Et puis, bien entendu, toutes les denrées alimentaires s'obtiennent aujourd'hui difficilement. Je crois que nous sommes dans une situation... Vous êtes étonné? Non, pas étonné. J'ai dit que nous étions déjà préparés. Voilà. Parce que d'abord, habituellement, pendant le Ramadan, c'est difficile. Maintenant, cette année, l'exécutif a quand même pris le devant pour dire que tout allait être difficile. Sauf que l'exécutif disait qu'après le Ramadan. Alors que là, le Ramadan arrive et on est dans une situation assez compliquée. Et cette fois-ci, l'autre chose qu'il faut peut-être mentionner, le contexte est un peu différent. Le gouvernement ne communique plus avec les opérateurs économiques. En tout cas, ceux qui détiennent l'essentiel de l'économie, l'essentiel de ces denrées alimentaires qui vont directement dans les marmites. Ces gens-là ne sont plus en train de discuter véritablement autour de ces sujets avec le gouvernement. Les discussions qui ont eu lieu, les seules d'ailleurs sur le pain, on a pu comprendre que le gouvernement n'avait pas nécessairement, au-delà du discours... qui avait entamé des échanges avec ses opérateurs. L'ancien ministre qui oui, est parti. Big Up, la discussion c'était autour du pain. Et lui, il s'était rendu compte qu'il y avait nécessité d'augmenter le prix de la baguette, non, le prix de la farine même sur le marché. Après, le président lui a dit qu'il ne fallait pas le faire. Il a tout simplement dit il faut que les commerçants acceptent, n'est-ce pas, de tenir face à la crise actuelle. Or, il n'y a pas eu d'accompagnement et aujourd'hui, à l'absence de ces discussions,
à l'absence de l'accompagnement nécessaire que l'État pourrait apporter, n'est-ce pas, à ces opérateurs économiques, et bien évidemment, les difficultés vont continuer, n'est-ce pas, à se ressentir. Parce qu'il y a le discours, il y a ce qu'on pose comme acte. Il n'y a pas d'exonération au niveau du port. Au contraire, on est en train de tout augmenter et puis on est en train de dire il faut payer des taxes, or que les gens sont dans les difficultés. La question des frontières reste aussi posée. C'est vrai, on nous dira peut-être que Dakar, ce n'est pas un pays qui nous envoie de produits, mais beaucoup de produits transitent par Dakar pour Conakry. Donc si aujourd'hui cette frontière reste fermée malgré tout ce qu'on essaye de dire, le président et tout son gouvernement ne se bouge pas sur cette question. On met en avant les questions sécuritaires. C'est comme si la fermeture des frontières résolvait l'essentiel de ce problème. Or, puisque nous avons des services de sécurité à l'interne, il était nécessaire, à mon avis, de voir dans quelle mesure il fallait renforcer la sécurité à ce niveau, mais pas fermer les frontières. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a plus de discussion véritable autour de cette question. Et à l'interne, la souffrance, elle est palpable, tangible. Mafoudia Bangoura, vous avez suivi, Jacques parlait notamment de cette sortie du ministre Bigok, qui voulait faire en sorte que le prix du pain augmente. Le chef de l'État ne voulait pas que cela augmente, mais malheureusement, c'est le cas sur le terrain. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement, comme disait Jacques Liwaleno. Je pense que le président avait plus peur de l'effet domino, la population qui aurait manifesté son mécontentement. Logiquement, il aurait pu être dans un cadre où il aurait tout fait pour éviter des soubresauts. On sait qu'il y a des pays où les manifestations sont parties de rien, notamment liées au prix du pain et autres. Il a trouvé une solution qui, avec le temps, on aura compris, n'a pas... Il n'y a pas eu de solution. Voilà, ça n'a pas été une solution. Le prix du pain n'a pas baissé. Non. La solution par rapport à je sais pas comment calmer la situation, en même temps ne pas tomber sur les commerçants, parce que lorsque Big Up a proposé par exemple l'augmentation directe du prix du sac, il a dit non. Maintenant, ce qu'il comptait, il comptait plutôt sur l'engagement, comme Jacques le rappelait tout à l'heure, des vendeurs de blé, c'est-à-dire quant à la réduction. Mais c'est quelque chose qui était compliqué, parce que ceci aussi, il fallait des stratégies pour pouvoir les aider, parce qu'ils ne pouvaient pas perdre à coup sûr. Et malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Quand on a parlé d'exonération, c'est des aspects que l'État n'a pas touché. Donc ça devient compliqué. On aura suivi des manifestations un peu partout. Par exemple, ce qui s'est passé du côté de Zérekoré, quand les vendeurs, les boulangers ont augmenté. Après, les autorités disaient qu'il fallait garder au prix normal. Après, il a fallu que les agents viennent ramasser les pains et tout. En fait, c'est des solutions éphémères qu'on est encore en train de trouver à ce problème de pain. Mais moi, je pense qu'un moment viendra, il faut réellement tabler dessus, parce que ça ne peut pas aller... on ne peut pas compter que sur la bonne volonté. Il y a des réalités du marché qu'il faut intégrer, et sans cela, c'est compliqué. Maintenant, pour revenir rapidement sur la flambée des prix à la veille du Ramadan, ça, c'est quelque chose qui arrive normalement chaque année dans tous les pays du monde. Alors, oui, cette fois-ci, pour le cas guinéen, on est encore une fois dans un contexte Covid, ce qui rend la tâche un peu plus difficile, parce que quand on prend le revenu des familles, certains qui travaillaient, qui n'ont plus d'argent, parce que vous savez, quand c'est le Ramadan, il y en a qui prennent la peine de garder certaines choses à la maison. Et aujourd'hui, lorsque vous n'avez plus votre travail, parce que à cause du confinement, à cause des restrictions, comment prévoir tout ça? Et lorsqu'on prend aussi Covid, son impact sur certains produits à l'international et tout, et quand on prend pour le cas spécifique de la Guinée, la fermeture de certaines frontières, encore de ce côté, on peut parler de l'impact sur quelques Guinéens qui sont dans le commerce, qui sont bloqués là, donc qui ne peuvent plus exercer. Non, parce que le marché, c'est tout le monde. Non, ce que je veux dire... Non, les plus riches, ça se ressent moins. Non, ce que je veux dire, aujourd'hui, toi qui es là, tu fais ton métier et tu as ton salaire, c'est différent de cet entrepreneur qui a son camion qui est garé là-bas, qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus faire autre chose. Comment il va pouvoir faire face aux besoins de la famille? C'est de cela que je parle. Leur cas est un peu plus compliqué, parce qu'au-delà de la difficulté générale qu'on a, eux particulièrement, leur activité est bloquée. Comment ils vont se faire de l'argent pour faire face aux besoins de la famille? C'est de ça dont je parle. Donc c'est une double perte pour ces Guinéens. À la veille, par moment de Ramadan, on a l'habitude de voir une réunion, des fois des annonces pour par exemple soutenir le prix
du sac de riz, maintenir le prix de la viande, mais cette fois-ci, on n'a rien entendu de tel. Et ne serait-ce que le prix de la viande, aujourd'hui, la viande est devenue un luxe pour le Guinéen. C'est autour de 50 000, 55 000. Non, 60 000, 65 000. Exact. Voilà, vous voyez comment c'est devenu compliqué. De quelques mois. Vous prenez le sucre, ça a augmenté. Il ne s'agit pas la dernière fois, c'était quand tu as été au marché. Il ne s'agit pas de ça. Je vais au marché. C'est très grave. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'aller au marché. Même nous, les hommes, nous connaissons le prix de la viande. Il ne s'agit pas de cela, Antoine. Elle va au marché. Il s'agit de ça. Non, il ne s'agit pas de cela. La maîtrise des prix, c'est important. C'est ça. Alors, ce que je voulais dire, arrête de me... Il ne s'agit pas d'aller au marché, encore une fois. Et je vais au marché. Je n'y vais pas régulièrement parce que je suis là. On va en parler. Oui, on va en parler tout à l'heure. Mais ce que je veux dire globalement pour terminer... Tu as vu, il a réussi à te déstabiliser. Non, il est incroyable. On dirait que ça... Il n'y a pas eu cette réunion pour pouvoir... je ne sais pas, atténuer certains prix cette fois-ci. Peut-être ils se disent, parce que déjà on nous annonce depuis quelques jours que la vie va être dure. Est-ce que c'est une manière de nous dire que ne vous attendez pas à ce que cette fois-ci on puisse demander aux commerçants de réduire le prix du riz, du sucre. En tout cas, tout a grimpé. Malheureusement, c'est pas, les Guinéens vont devoir faire avec. On est déjà dans des difficultés liées à Covid, liées à la fermeture des frontières pour beaucoup, et aussi liées à cette malgouvernance qu'il y a à l'interne qui ne nous permet pas justement de rentabiliser, qui ne nous permet pas de prévoir. Parce que c'est cela encore le problème. Parce que dans le pays, on a des potentialités, des possibilités, mais on ne les exploite pas. Donc, c'est tout à fait normal que quand il y a des situations comme ça, qu'on se retrouve à la merci des situations les plus désagréables. Alors, Daouda Mohamed, vous avez suivi la première dame qui est partie faire ses achats au marché Niger du côté de Kaloum? Moi, je ne m'y suis pas intéressé parce que je n'ai pas trouvé cela comme étant quelque chose de... il s'est avéré qu'il n'y a pas de poisson sur le marché, même si on le savait déjà. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est la seule fois qu'elle va au marché. Et je sais pas que c'est la seule fois quand même. Non, c'est la seule fois qu'elle va au marché. C'est la seule fois qu'on en parle. C'est parce que c'est la seule fois qu'elle va au marché. Non, c'est parce donc qu'on c'est la seule fois ça a été médiatisé. À mon avis, ça n'a vraiment pas de sens parce que cette arrivée de la première dame au marché, ça change quoi? Ça amène à quoi? C'est important d'en parler parce qu'elle s'est rendue compte que la vie est chère. Elle n'a pas besoin d'aller au marché pour se rendre compte que la vie est chère. Elle le sait. Elle est dans des activités, elle accompagne des familles, elle accompagne des structures, elle accompagne des personnes en situation difficile. Elle sait. On n'a pas besoin d'aller au marché pour savoir qu'aujourd'hui en Guinée, rien ne va. Si ça va, peut-être c'est pour un petit groupe. On n'a pas besoin d'aller au marché. Peut-être qu'on peut dire, si à un moment donné, Lansana Conté avec paix à son âme, avec les syndicalistes avaient dit que si vous voulez fermer les marchés, moi je n'ai pas ma femme qui va au marché. Peut-être que c'est pour cela, Adia Djené dit, bon, moi je vais au marché. Elle est partie au marché. Mais ça ne change rien parce qu'elle viendra. Le prix qui va lui être dit, ce n'est pas le prix qui est vraiment réel sur le marché. Ça va être du populisme sur le marché. Les gens vont sortir pour faire des selfies et autres, et puis ça passe. Mais Gabountou va continuer à souffrir là, Mamadama va continuer à souffrir là, Saram va continuer à souffrir, ainsi de suite. Les gens vont continuer à souffrir. Donc, à mon avis, ça n'a vraiment pas de sens pour moi. Ce qui a un sens pour moi, c'est aujourd'hui la majorité des Guinéens. Les Guinéens aujourd'hui souffrent. Le bas peuple souffre. Il y en a qui n'ont pas besoin d'aller au marché. Ils vont au marché une fois par mois. Ils ont tout à la maison. Et tout vient leur trouver à la maison, ils le font. Mais les 80% des Guinéens aujourd'hui, qui sait comment ils vivent. Et on sait bien comment ces personnes vivent. Ça ne va pas. Mais Mafouria l'a dit tout à l'heure. Et on a vu avec Dorval, on a vu avec Marc Yambouno, on a vu avec, comment il s'appelle, l'autre ministre du Commerce qui est venu, Big Up. Non, après Marc Yambouno, il y a eu... c'est Big Up qui l'a remplacé. Big Up qui est venu. On a vu dans les années antérieures, à l'approche du mois de Ramadan, il y a des réunions qui sont organisées entre les importateurs des denrées de première nécessité et les autorités. Le ministère, il se retrouve pour discuter un peu des possibilités de maintien du prix, par exemple du riz, du sucre, de l'huile et autres. Et le ministère s'assurait à l'époque de la disponibilité de la quantité importante des denrées de première nécessité suffisante qui pouvait tenir 2 mois avant le Ramadan
3 mois même après le Ramadan. Tout cela se faisait et cela se planifiait et cela se médiatisait. On se retrouvait pour dire, parce que moi j'ai fait plusieurs déplacements, notamment avec Dorval Doumbouya, avec Marc Yambouno, au port autonome de Conakry et dans d'autres endroits, pour aller s'assurer que les bateaux sont là, il y a le riz, il y a le sucre, il y a l'huile, il y a de l'oignon, il y a tout qui puisse tenir pendant tout le mois de Ramadan, qu'il n'y ait pas de rupture. Mais cette fois, je ne sais pas qui est vraiment le ministre du Commerce actuellement, je ne sais pas. Parce que je me perds entre Tibou Kamara et Mariam Sogipa. Parce que le plus souvent, c'est la voix de Tibou Kamara qu'on entend le plus sur Tibou est à l'industrie. Non, chacun a son Je n'ai pas dit le contraire. Je sais bien que Tibou est à l'industrie. On a vu récemment avec cette rencontre qui s'est tenue autour du pain. Qui a entendu la ministre du Commerce? Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a porté là? C'est elle quand même la ministre du Commerce. Donc aujourd'hui, il faut bien que les autorités acceptent de comprendre. Je sais qu'ils le savent, mais qu'ils prennent conscience davantage de la situation aujourd'hui, de précarité du citoyen guinéen. On parle de frontières, on parle de ports. On en a ici, on a des frontières, on a le port, on a l'aéroport et autres. Le Mali n'a pas de port. Mais le Mali, les autorités se sont retrouvées pour discuter avec les importateurs, avec les opérateurs économiques, pour fixer les prix des denrées de première nécessité. Ça, c'est le Mali. Avec toute la situation d'insécurité qu'on connaît au Mali aujourd'hui, cela est possible au Mali. Nous, aujourd'hui, on se contente de nous endormir ou de mettre encore de l'huile sur le feu dans nos cœurs pour nous dire non, les jours à venir, les semaines, les mois à venir vont être difficiles. Mais qu'est-ce qui est derrière fait pour nous permettre d'atténuer un peu cette souffrance? Parce qu'il ne suffit pas seulement de nous annoncer les mois difficiles, mais il faut aussi qu'il y ait un mécanisme qui permette aux citoyens lambda, aux citoyens pour lesquels on dit travailler, pour lesquels on dit parler, il faut aussi lui permettre de pouvoir tenir à un moment donné. Mais si on ne lui annonce que le feu, sans jamais lui proposer un peu d'eau en cas de débordement, d'éteindre, il faut se dire que les gens se contentent. On va encore avoir, vous allez voir ces jours-ci, la distribution de sacs de riz, ça et là, pour se faire plaire dans les quartiers, alors qu'on pouvait aller avec d'autres mécanismes de gouvernance qui permettent aux citoyens de vivre mieux. Et Antoine, ce qu'on peut remarquer aussi en Guinée, c'est le fait que quand les prix grimpent ici, ça ne diminue jamais. Ça va crescendo, ça augmente au fur et à mesure, mais jamais le prix ne revient à un stade inférieur, je veux dire. Ce qui est d'ailleurs surprenant, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de dispositifs mis en place pour que les citoyens soient accompagnés dans cette situation de jeûne. Généralement, c'est lorsque le Ramadan approche que les prix grimpent sur le marché. Il y a d'ailleurs Pâques qui viennent passer justement, dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Et on se rend bien compte que ceux-là qui agissent ainsi sont de fervents croyants. Lorsque vous les voyez dans leur boutique ou même dans le marché en train de prier, mais vous avez l'impression que c'est des personnes qui dorment avec Dieu tellement ils sont grandes gueules. Tellement la foi est en eux. Mais dans le concret, c'est des personnes qui parfois, certes on me dira que ce n'est pas de leur faute parce que les taxes et tout ça font qu'ils sont obligés d'augmenter les prix, mais très souvent les marchandises qu'ils ont datent de longtemps. L'importation a lieu il y a longtemps, mais ils ne tiennent pas compte souvent de certaines réalités en fixant les prix. Parlant de la frontière guinéo-sénégalaise. Antoine, il doit y avoir un système qui régule les prix dans un État. La faute, c'est l'État. Là, on est d'accord avec. Quand il n'y a pas l'absence à horreur du la faute, c'est l'État. Les gens sont cupides parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Le cas de la frontière guinéo-sénégalaise. L'ego de deux chefs d'État est en train d'agir sur les populations. Parce que deux chefs d'État ne s'entendent pas. Parce que chacun d'eux se dit, à un certain orgueil, ils se disent qu'ils ne sont pas prêts à faire le pas l'un vers l'autre. Alpha Condé, qui accuse une question sécuritaire, raison pour laquelle on ferme les frontières. Macky Sall, qui ne veut pas faire le pas, comme l'a fait le président Léonen, pour discuter avec son homologue guinéen. Ça fait que, de part et d'autre des frontières, les populations en souffrent. J'ai écouté ce week-end le témoignage d'un syndicat par rapport à ce que subissent les usagers au niveau des frontières. Ce matin, ça passait dans notre journal. Les camions sont en train de se détruire. Beaucoup parmi les marchandises qui étaient
sont complètement gâtés. Les camions qui sont depuis des mois, les pièces sont rouillées aujourd'hui. Et ce n'est pas évident que même si les frontières étaient ouvertes, que ces camions puissent démarrer et bouger. Donc les dégâts sont énormes. Moi j'ai envie de savoir, à ce stade où nous sommes, au bout de 8 mois, je ne sais pas, 8 ou 6 mois, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les frontières continuent d'être fermées? On a envie de comprendre. Parce que jusque-là, il n'y a pas de raison véritable pour laquelle... On a quand même vu ce message départ du... Les grandes gueules. président Alpha Condé pour la célébration de la fête nationale du Sénégal. On a pensé que ça pouvait commencer à décrisper la situation. C'est lié à des égos entre deux chefs d'État. Et malheureusement, c'est nous qui en pâtissons. Et tous les deux ne semblent pas vouloir comprendre l'amertume dans laquelle vivent les populations. Et ça perdure. Et il n'y a personne pour les amener à reprendre sa position. Il ne faut pas dire deux chefs d'État. C'est nous qui avons fermé. Non, ce sont les chefs d'État. C'est la Guinée. Non, mais c'est nous qui avons fermé. C'est la Guinée qui a fermé. C'est pas le Sénégal qui a fermé. La Guinée, certes, mais il y a aussi la part de Macky Sall. Comment ça? Mais comment? Macky Sall n'a pas fermé la frontière. Vous ne comprenez pas. Non. Alpha Condé a pris l'initiative de fermer en accusant la question sécuritaire. Oui. À mon avis, Macky Sall, qui a aussi ces populations qui subissent cela, aurait pu demander des comptes à son homologue guinéen. Et si on décidait de rouvrir? Si tous les deux décident, le président Alpha a fermé. Oui. Sans consulter. Sans consulter. C'est ce que j'ai dit. S'il est sûr aujourd'hui que les questions sécuritaires sont maîtrisées, mais il n'a qu'à ouvrir. Mais ça fait près de 8 mois que c'est fermé. Mais c'est lui qui a fermé. Les Sénégalais subissent cela aussi. L'autre aspect que tu oublies, Antoine, si tu me permets, l'autre aspect que tu oublies, Alpha Condé, en tout cas les autorités de Conakry, en fermant ses frontières, derrière, au-delà même de l'argument sécuritaire, derrière on disait que le Sénégal dépend entièrement de la Guinée. Et aujourd'hui, cela n'est pas prouvé. C'est pas vérifié. Aujourd'hui, le Sénégal vit bien. Par rapport à la pomme de terre. C'est par rapport à la pomme de terre. Mais le Sénégal est en train de faire aujourd'hui la pomme de terre chez lui. Et même certains fruits. Voilà. Donc, il n'y a pas cet élément qui dit aujourd'hui que le Sénégal dépend de la Guinée. Le silence de Macky Sall, c'était pour montrer à Alpha Condé que en fermant ses frontières, ça n'a aucun impact sur la vie des populations sénégalaises. Mais je me dis que c'est un peu futile, les raisons qu'on avance, c'est un peu futile la posture des deux chefs d'État qui apparemment ne pensent qu'à eux et ne pensent pas aux populations à l'interne. Pour moi, Macky Sall aurait pu mettre de côté son ego, Alpha Condé également, afin, même si ce ne sont pas eux tous les deux qui passent aux négociations, que chacun d'eux amène des émissaires pour discuter. Il y a un ministre sénégalais qui s'est rendu aux frontières guinéennes récemment. Apparemment, on est allé faire débarquer des marchandises sénégalaises dans un village afin de pouvoir les ramener au Sénégal. Et je me dis que c'est... Ah oui, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps et ce n'est pas juste. Et les Guinéens ne peuvent pas faire la même chose. Il faudrait que cela change. Mais je crois qu'il y a des émissaires de la CEDEAO qui étaient là récemment, qui ont demandé au gouvernement guinéen d'agir pour que la situation change. Mais apparemment, cela est tombé dans des oreilles de sourds. Ça ne semble pas avoir de l'effet sur le terrain. Et je veux parler de cette sortie de la première dame de la République tout de même dans des marchés. Daouda a raison peut-être en disant que ça n'a pas d'effet sur le terrain, mais c'est au moins une première que la première dame reconnaisse officiellement que la vie est dure, que le marché est cher. Elle est allée sur le terrain sans langue de bois. Elle a reconnu que la situation sur le terrain est pénible. À mon avis, c'est du people. Non, elle ne pouvait dire que ça. Attendez, il y a une nouvelle, elle ne pouvait dire que ça. Il y a une nouvelle posture de la première dame mais son mari que a je déjà constate dit ces derniers temps qui pour moi je constate qu'il y a un certain changement dans les façons de faire de la première dame actuellement. J'ai l'impression qu'on a envie de faire renaître une nouvelle Djené Kaba Condé. Parce que celle qu'on a connue dans le passé était très renfermée, elle ne faisait pratiquement rien pour se rapprocher des populations. Non, je ne crois pas que tu connaisses. Non, je ne crois pas que tu connaisses bien Djené Condé. Djené Condé est très médiatisé. Pas du tout. Très médiatisé. Djené Condé, je constate ces derniers temps. On n'a pas besoin de médiatisation, justement, on a besoin d'actes concrets. Je constate qu'elle a tendance à davantage se rapprocher des populations. Elle est allée au marché, je l'ai vu faire des selfies avec les citoyens et tout ça. Ça, c'est des actes qui, pour moi, sont à encourager. Et le prix de Komokomo a baissé. Elle a dit qu'elle allait demander au ministre du Commerce, elle n'allait pas les convoquer, mais les inviter à une discussion afin de comprendre pourquoi les prix sont aussi chers sur le marché. En vertu de quoi? Je me dis c'est un acte qui est à saluer parce que ça va certainement permettre à ce que les ministres concernés écoutent la première dame afin qu'ils comprennent qu'elle a été sur le marché et qu'elle a compris que les prix
à ce niveau ne sont pas abordables pour la population et qui vont certainement poser des actes pour que les choses puissent changer. Et donc, pour moi, cette façon de se rapprocher des citoyens est à encourager parce que ça va permettre au moins que la population sache qui elle est véritablement et ce qu'elle a comme ambition. Alpha Condé a pris le balai ici. Mieux vaut tard que jamais. Alpha Condé a pris le balai ici. Conakry est-il devenu propre? Bien, on va aller avec Massa Moussa qui nous a rejoint. Oui, le grand chef, bonjour, bienvenue. Bonjour Jaja, bonjour. On va voir s'il a pu aller au marché pour connaître le prix du Concoé pour madame. Non, moi je connais déjà ce prix-là parce que j'ai des discussions chaque matin sur... parce que pour moi, la dépense quotidienne ne doit pas être statique. Il faut que ça augmente, que ça diminue. Donc quand je souhaite que ça diminue, je tiens compte de certains éléments. Quand j'apporte du poisson, parfois tu diminues. Oui, parfois je diminue quand j'apporte du poisson, quand j'apporte des condiments. En plus, je déduis tout ça de la dépense quotidienne que je donne. Voilà, donc il faut procéder comme ça parce que derrière toute cette histoire de dépenses, il y a de l'arnaque aussi féminine. Des grandes gueules. Oui, il y a de l'arnaque, sincèrement. Il y a des femmes qui cotisent à côté. Ah oui, il y a des tontines. Moïse règle des comptes ce matin. Donc, mais ce que je ne comprends pas, c'est vraiment notre incapacité à ouvrir les yeux, à comprendre que nous sommes en train d'évoluer dans un monde qui bouge parce que notre pays ne produit pas de navires. Nous n'avons pas de carbone, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz, nous n'avons pas les matières premières qui rentrent dans la constitution de tout ce dont nous parlons ce matin. Nous ne produisons même pas suffisamment pour nous prendre en charge. Nous ne sommes pas autosuffisants sur le plan alimentaire. Donc, c'est normal que ce soit ceux qui produisent, ceux qui ont les moyens de production. C'est normal que ce soit eux qui imposent leur dictat, qui imposent leurs lois. Donc, on ne peut pas tout le temps les accuser, ces commerçants-là. Quelquefois, ils sont obligés d'agir ainsi parce qu'ils ne peuvent pas quand même acheter à l'étranger, payer le transport et venir vendre en Guinée à perte. Il y a un élément important qui échappe souvent à nos gouvernants et surtout actuellement là. Les PME, les petites, moyennes et grandes entreprises, les banques, ce sont les moteurs de toute croissance dans un pays. C'est le secteur privé. Quand on investit dans le secteur privé, on contribue à la création d'emplois et services, de biens et services. Et en faisant cela, on contribue parallèlement à la création de nombreux emplois. Parce que de nombreux poches d'entrée d'argent pour l'État, mais également pour les ménages. Parce que c'est le secteur privé qui emploie plus de monde. Ce n'est pas la fonction publique. C'est parce que ce secteur privé est laissé pour compte et déficitaire que tout le monde souhaite être fonctionnaire aujourd'hui. Ouais. Donc l'État ne met pas l'État ne met pas du tout le moyen dans ce secteur privé. Vous prenez des pays quand un chef d'État vient d'être nouvellement élu, comme les États-Unis, c'est d'ailleurs devenu une tradition là-bas, il injecte des milliards dans le secteur privé. Il injecte des milliards parce qu'il sait que c'est en faisant cela que l'économie va tourner. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous ici? Les grandes gueules. Depuis des mois, quand on nous a dit de serrer la ceinture, on a comme l'impression qu'ils ont compris par serrer la ceinture, arrêter de payer les petites et moyennes entreprises qui ont déjà exécuté des travaux pour l'État. On a l'impression que serrer la ceinture, c'est tuer ces entreprises, ces sociétés qui existent légalement sur le territoire guinéen, qui payent leurs impôts, qui payent les taxes et qui ont exécuté des contrats pour l'État, donc pour le peuple de Guinée. Et donc c'est en ne payant pas ces sociétés-là qu'on est en train de gouverner autrement, qu'on est en train de serrer la ceinture. On oublie que la plupart de ces sociétés ont du mal d'abord à lever des capitaux, à avoir des crédits au niveau des banques. Et lorsque ces sociétés ont des crédits pour exécuter des contrats des marchés publics, elles finissent d'exécuter ces marchés publics, elles attendent 1 an, 2 ans avant d'être payées. Elles sont d'abord incapables. Alors qu'il y a des employés. Exactement. Elles sont d'abord incapables de payer les employés, elles sont incapables de payer après le capital, le crédit qu'elles ont contracté, à plus forte raison. Les agios qui s'ajoutent. Les grandes gueules, les grandes gueules. Au-delà du délai légal d'emprunt, chaque jour qui passe, c'est un surplus sur ce que vous devez à la banque. Donc, certaines banques aujourd'hui ne prêtent plus. Le chef de l'État, lorsqu'il sort lors de ses sorties médiatiques publiques, il dit souvent, nous voulons des banques au service du développement, nous voulons des banques qui nous soutiennent. La plupart des banques ici ne font rien. Mais vous voulez qu'une banque roule à perte? Une banque de bonne foi, face à un projet bien monté, finance une société X. La société exécute son contrat. Vis-à-vis de la banque, elle donne toute la documentation pour prouver qu'elle est sérieuse. Mais elle attend qu'elle soit payée par l'État, elle attend 1 an, 2 ans.
Lorsque la banque va récupérer son argent face à cette société, la prochaine qui viendra déposer sa demande se verra rejetée. Donc, l'État ne contribue pas à rassurer le secteur privé, à rassurer les banques. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus grave, c'est que le secteur public, d'ailleurs, se substitue souvent au secteur privé. Je pense que si on veut que l'économie tourne, et aujourd'hui tout est à l'arrêt, même les chaînes de dépenses, tout est serré. Tout est serré. Je veux juste prendre pour exemple dans le secteur des BTP, quelqu'un me le disait l'année d'avant, il y a pas moins de 17 millions de dollars qui ont été injectés dans le secteur privé pour le paiement par l'État, pour le paiement des sociétés qui ont travaillé, qui ont exécuté des contrats et tout cela. Quand vous injectez 17 millions de dollars dans un pays comme la Guinée, pour le secteur privé évoluant que dans les BTP, vous imaginez tout ce que ça fait en termes d'impact sur l'économie nationale, tout ce que ça fait en termes d'impact sur le revenu du Guinéen, parce que ce sont des Guinéens qui travaillent dans cette société-là. Ce sont des Guinéens qui exécutent tout ça. Donc, ça permet, c'est une chaîne, ça permet à notre économie de tenir un peu, et ça permet aussi aux Guinéens d'avoir le pouvoir d'achat. C'est un serpent qui se mord la queue, notre histoire de serrer la ceinture-là. Vous ne permettez pas qu'il y ait des emplois, vous ne permettez pas qu'il y ait des revenus, vous ne payez pas les sociétés. Le secteur privé est exsangue complètement. Et vous voulez augmenter un peu les taxes, vous voulez augmenter les impôts, mais vous voulez que l'argent là, les gens le prennent où? Vous voulez qu'ils le prennent où? Je comprends pas exactement ce qui se passe là, mais le tableau de bord actuellement, le cap fixé. Et l'autre question, qu'est-ce que eux ils font de l'argent? Voilà, le cap fixé n'est pas du tout bon. Il faut revoir la copie. Beaucoup de sociétés sont en train de mourir de nos jours, et si on ne fait pas face à cela, on ne peut pas du tout nous en sortir. Nous allons continuer à regarder la mer pour savoir à quelle heure le cargo de sucre arrive, à quelle heure le cargo transportant le sac de riz arrive, à quelle heure le cargo transportant la farine arrive. Je pense que dans un tel pays, vraiment, il faut se poser des questions sur ceux qui nous gouvernent. Quelle est véritablement leur intention? 30 secondes, Jacques. Oui, en 30 secondes, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi. Notre monnaie aujourd'hui est devenue assez fragile. Une dépréciation de 5%. Plus de 5% par rapport au dollar, plus de 13% par rapport à l'euro, avec l'inflation qu'on nous indique qui tourne autour de 12%. Ça, c'est la Banque centrale de la République de Guinée qui communique comme ça, parce qu'il y a le comité de politique monétaire qui s'est réuni le 31 mars dernier, qui a donné tous ces chiffres-là. C'est assez inquiétant. Et l'autre chose, au niveau du port quand même de Conakry. Aujourd'hui, c'est assez clair, avec cette fermeture des frontières, on a pu comprendre que nos commerçants fuyaient un peu le port de Conakry pour aller au port de Dakar. Parce qu'il n'y a pas de mesures incitatives. C'est vrai, on va nous dire non, il faut quand même que l'économie puisse vivre, il faut que les gens contribuent à l'économie nationale. Mais si vous ne créez pas des mesures incitatives, et surtout autour des produits de première nécessité, les denrées alimentaires, je crois que la difficulté va être là. Et la subvention, on continue, on nous dit on subventionne le riz, mais il n'y a pas d'impact sur le terrain, et on refuse d'injecter de l'argent dans l'agriculture. Très difficile tout ça à suivre dans un instant. Docteur Fatou Sike Kamara, directrice de l'hôpital national d'Onka. On fait moins sa maline maintenant, hein? Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés, et ça c'est pour les éviers bouchés, et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Merci de votre fidélité au programme de Radio Espace Guinée. Je vous l'annonçais à l'entame de l'émission. La famille Souma, dont les enfants portaient des gales, a eu gain de cause finalement. L'hôpital national d'Onka a pu leur offrir des soins nécessaires et ce matin, ils vont être libérés après une large communication autour de leur mal. Dans les grandes gueules, les autorités sanitaires ont dû faire face à leur situation. Des semaines d'hospitalisation, même s'il faut regretter la disparition d'au moins 2 d'entre eux. Les enfants Souma peuvent reprendre leur vie normale. Nous en parlons ce matin avec Dr Fatou Sike Kamara. Elle est au bout du fil et en direct sur les grandes gueules. Bonjour docteur. Bonjour Moussaïro. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y Moïse. Docteur Fatou Sike Kamara, c'est une excellente nouvelle pour nous, journalistes du groupe Adafo Média, parce que l'alerte véritable est partie d'ici. Nous apprenons donc que vous avez eu raison de cette maladie qui rongeait ces petits êtres. Alors expliquez-nous comment tout cela s'est passé.
quelles sont les mobilisations qui ont été faites en termes de ressources financières et humaines pour venir à bout de cette maladie? Je remercie ce matin la radio Espace qui a donné l'alerte sur la situation des enfants malades de Dubreuil. Et je rends grâce à Dieu pour la guérison de ces enfants et l'espoir qui revenait dans cette famille. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, le médecin général Rémi Lama, j'annonce officiellement la guérison de ces enfants souvent qui vont sortir de l'hôpital ce lundi 12 avril 2021 après près de 4 mois à l'hôpital national d'Onka. Cette alerte que je rends, pour laquelle je remercie Espace, a été mise à disposition de toutes les populations guinéennes il y a quelques mois, je voudrais dire pratiquement au mois de décembre. Et depuis ce jour, il y a eu une très grande mobilisation. Au départ, la prise en charge a été facile, mais dès que les autorités sanitaires ont été informées de cette situation, nous avons pris, en tant que directrice générale de l'hôpital national d'Onka, toutes les dispositions pour assurer une meilleure prise en charge pour ces enfants. D'abord, je voudrais remercier l'équipe médicale du service de dermato-vénérologie de l'hôpital national d'Onka, dirigée par le professeur Mohamed Sissi, le professeur Oulema Diallo, Dr Keta et tous les professionnels qui y travaillent. Parce qu'il y a eu vraiment un don de soi dans la prise en charge de ces malades. Les examens ont été pris en charge gratuitement. Certains examens biologiques sont faits en France et à Bamako, au Mali. Nous avons eu tous les résultats. Tout à l'heure, nous serons avec ces malades et de ces malades et les professionnels de santé. Alors, docteur Siké, vont vous donner toutes les informations. Oui, bien. Dans la voix, nous constatons d'ailleurs la joie chez vous et nous en sommes fiers. Alors, dites-nous, docteur, il y a eu des tractations au départ. Lorsque ces enfants sont tombés malades, beaucoup avaient pensé d'ailleurs à un sort lancé par des fétiches et tout cela. J'en faisais partie d'ailleurs. Voilà, dites-nous, de quoi souffraient-ils concrètement? Quel était le mal dont souffraient ces enfants? Parce qu'on avait l'impression que c'était une maladie du jamais vu. Oui, je vous comprends et je confirme cette acception. Au départ, cette maladie avait été signalée, soi-disant, comme une maladie mystérieuse. Et il y a eu beaucoup d'alertes autour, étant donné que, je crois, 2 ou 3 enfants sont décédés avant d'arriver à l'hôpital. Et toutes les investigations ont été faites. Il s'agit d'une dermatose herpésiforme et ces enfants sont allergiques à une forme de gluten. Je ne vais pas rentrer dans toute cette technicité parce qu'il y a des spécialistes en la matière qui vont vous expliquer. Ces enfants ne supportent pas aujourd'hui, par exemple, la consommation du pain, du riz, de certaines denrées. Mais je crois que des recommandations vont être faites à cette famille par l'équipe médicale et ils vont continuer à bénéficier d'un suivi et du contrôle des médecins de l'hôpital national d'Onka. Au départ, nous étions tous alarmés parce que vous avez vu dans quel état étaient ces enfants. Tout le corps était avec la dalle, avec la suppuration, avec vraiment beaucoup de complications autour de ces enfants. Et je vous assure qu'il fallait vraiment que nous mettions beaucoup d'examens à profit biologique, de sel, de sang, d'urine et à Conakry, à travers le laboratoire guinéo-allemand que nous remercions, qui a été obligé, le laboratoire Bioma qui a fait transmettre ces examens biologiques en France afin qu'on puisse, à travers l'immunofluorescence directe et indirecte, savoir de quelle pathologie il s'agit. Les médecins vont vous donner tous les détails sur cette pathologie. Ils ont compris de quoi il s'agissait. Des traitements ont été conduits et ce que je voudrais vous confirmer, qu'il s'agisse des examens biologiques, qu'il s'agisse des produits pharmaceutiques qui ont été utilisés en faveur de ces enfants, qu'il s'agisse de la nourriture et des transports, pendant ces 4 mois, toute cette prise en charge a été assurée. Nous n'allons pas évaluer le coût, il n'est pas important de vous le signaler. Nous pourrons vous le dire à hors média, mais toutes ces dépenses, toutes ces prises en charge ont été assurées entièrement et gratuitement
par l'hôpital national. Docteur Fatou Sike Kamara, directrice de l'hôpital national. Donc, allez-y. Alors, docteur, moi, je veux justement bien parler de l'argent parce que quand on sait que ces enfants ont été une première fois envoyés à l'hôpital et que par faute de moyens du père, le traitement n'a pas été possible, dites-nous à date, quel mécanisme existe au niveau de nos hôpitaux pour que les plus pauvres, lorsqu'ils ont des problèmes de santé comme ces enfants, puissent bénéficier des soins avant même, je ne sais pas, pour que l'État puisse prendre en charge ces familles, par exemple. C'est quoi le mécanisme? Merci. Je voudrais vous dire qu'il y a un mécanisme qui existe au niveau de tous nos hôpitaux. Aujourd'hui, quel que soit le niveau de la subvention, vu le contexte économique, la crise mondiale, il faut reconnaître que les hôpitaux bénéficient d'une subvention. Cette subvention, même si elle n'est pas l'équivalent des besoins réels de nos structures, elle nous permet d'acheter un stock de produits pharmaceutiques pour les indigents. Peut-être que nous ne pourrons pas prendre en charge tous les Guinéens, mais les pauvres indigents qui arrivent à l'hôpital, nous les prenons en charge à leur achetant les produits pharmaceutiques qui existent déjà en stock au niveau des pharmacies hospitalières. Et pour ce qui est des spécialités, nous sommes abonnés à certaines pharmacies privées que nous payons au fur et à mesure pour assurer la prise en charge en médicaments. Quand il s'agit d'indigents, dans le vrai sens du mot, nous les assurons la nourriture, nous leur assurons tous les petits besoins et parfois nous avons des inconnus qui arrivent par suite d'accidents pour lesquels même nous s'inquiétons de la friperie pour leur habillement. Nous n'avons pas tous les moyens qu'on puisse imaginer, mais le minimum de moyens est mis à disposition de tous les hôpitaux de la République de Guinée pour un achat des produits pharmaceutiques. Et particulièrement, c'est dans ça que vous devez entendre parler des kits césariens qui assurent la gratuité de la césarienne. Et les produits pharmaceutiques d'urgence, parce qu'il n'est pas dit que l'hôpital public guinéen est gratuit. D'accord. Mais lorsqu'il s'agit des indigents confirmés, moi personnellement, en tant que directrice générale, dès que nous sommes informés, et au niveau des services des urgences, vous pourrez aller faire des docteur, alors il y a des stocks sociaux qui sont oui, mis à disposition. pour ce mal donc, docteur, pour ce mal, le mal dont... Voilà, nous revenons là-dessus. Oui, le mal de ces enfants. Est-ce qu'on peut en être sûr, c'est pas une maladie contagieuse et les enfants peuvent regagner le domicile sans aucun risque? Ça, c'est la première des choses. Et puis, en termes de suivi, de manière pratique, qu'est-ce que vous conseillez à cette famille? La dernière fois, d'ailleurs, je vous demandais, est-ce qu'il n'y a pas de rechute possible, docteur Fatou Sike? Oui, effectivement. Bon, ces essais cliniques, comme je vous l'ai dit, vont très bien être développés tout à l'heure, puisque je vais être à côté des malades en même temps que les médecins, vont être très bien développés par nos cliniciens. Mais je voudrais vous rassurer que toutes les dispositions sont encore prises pour que ces malades puissent revenir régulièrement à leur contrôle et aux différentes dates de contrôle, chaque fois que nous pourrons les assister encore pour les transports et pour d'autres produits pharmaceutiques dont ils auront besoin. L'hôpital s'engage à leur assurer cela jusqu'à ce que vraiment il n'ait plus besoin d'acheter de médicaments pour eux. Et il y a un régime alimentaire qui va leur être conseillé par le groupe des médecins pour qu'ils évitent les produits qui peuvent leur créer des complications à la suite de leur consommation. Dernière Donc, question, nous avons Moïse. mis toute une équipe en place. Je voudrais vraiment vous rassurer, mais c'est le moment pour moi de vous remercier parce que si vous n'aviez pas apporté cette alerte, cette famille allait vraiment être complètement décapitée puisque déjà 2-3 enfants étaient déjà morts et l'infection avait atteint un tel degré qu'elle allait atteindre le niveau de septicémie. Et nous allons perdre et les enfants et les parents. Moussa Merci Moïse. à vous d'avoir sauvé des vies humaines. Oui, docteur. Je disais que c'est tellement beau lorsque l'État se plaît à 4 pour être au chevet de ses concitoyens, pour vraiment prouver que, que le Guinéen, quel que soit là où il se trouve, il compte aux yeux de l'État. C'est très beau. C'est cela vraiment c'est ce qui motive le citoyen aussi à croire qu'il appartient à un grand ensemble. Maintenant, madame, je souhaiterais qu'il y ait plus de contrôle sur la prise en charge des indigents. Parce que un hôpital des médecins qui vont jusqu'à acheter des friperies, des yougou pour des malades, c'est quand même, je dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est très très rare.
C'est très très rare. Donc j'aimerais, vous êtes peut-être à un niveau un peu élevé, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe en bas, mais il y a encore de nombreux malades, par faute de moyens, qui sont refoulés dans les hôpitaux publics, madame. Donc j'aimerais qu'il y ait plus de contrôle à ce niveau. La deuxième question, la question véritable que j'aimerais poser, c'est sur l'opérationnalisation de l'hôpital Donka. Souvent, on a de belles infrastructures, mais il manque des équipements médicaux, il manque de la ressource humaine, il manque des ressources financières. Qu'en est-il pour le cas de Donka? Je voudrais, en répondant à votre première question d'abord concernant la prise en charge des indigents, vous rassurer, je voudrais vraiment que vous soyez très fréquents aux urgences de l'hôpital national Donka. Vous savez, nous l'avons créé en tant que service en part entière individualisé avec un chef de service et toute son équipe. Donc à ce niveau, lorsqu'il s'agit des malades, parce qu'il faut que quelques hommes veillent pour les autres. Lorsqu'il s'agit des malades normaux qui sont dans des conditions normales, ils respectent le circuit financier normal avec la tarification officielle qui est appliquée au niveau des hôpitaux. Mais lorsqu'il s'agit des indigents que nous appelons les cas sociaux, normalement les indigents devaient être définis par la mairie, par les collectivités, pour dire voilà tel est indigent et la mairie nous l'envoie. Les mécanismes ne sont pas encore en place. Mais lorsque ce malade indigent, surtout nous avons des inconnus qui arrivent à suite d'accident, un taximan l'a poussé, il est parti et on le récupère, la protection civile le dépose à Donka. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a d'autres qui arrivent dans des conditions où ils n'ont aucun moyen. Je voudrais vous rassurer, nous sommes la veille du mois de carême, que ces malades sont régulièrement et entièrement pris en charge par la direction du titre des indigents et des cas sociaux. Il s'agit des produits pharmaceutiques, de leur alimentation et parfois, lorsqu'ils arrivent dans un état, nous allons jusqu'à acheter de la friperie et de le confire. Et j'insiste là-dessus pour que ces malades puissent être mieux pris. Mais si nous n'avons pas toutes ces informations, je suis d'accord avec vous qu'il y a des dérapages. Mais il faut réellement que nous soyons directement informés. Bien. Mais pour ce qui est du service des urgences de l'hôpital national Donka, je vous confirme que les indigents et les cas sociaux, et nous avons même un point vocal à l'hôpital qui est chargé exclusivement, il reçoit des primes, qui est motivé rien que pour gérer les cas sociaux et les indigents de l'hôpital national Donka. Maintenant, par rapport à votre deuxième question aussi, je voudrais vous dire, pour ce qui est de l'opérationnalisation de l'hôpital national Donka, et même de tous les hôpitaux, nous avons les hôpitaux qui fonctionnent et qui reçoivent des subventions, et sur ces subventions, les kits césariennes, les kits d'urgence, que les hôpitaux fonctionnent. Nous sollicitons vivement que ces ressources soient améliorées, parce que le besoin est énorme pour l'intérêt des populations. En matière de ressources humaines, Docteur Fatou Sike Kamara, je sais que vous voulez développer, mais malheureusement on est pris par le temps ici. La radio c'est l'heure. Bien entendu, nos équipes seront sur le terrain, nos équipes radio et télé, pour avoir plus de détails sur cette maladie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, docteur. À tout à l'heure, Moussaïr. Bien, à tout à l'heure. À venir, dans la deuxième partie des Grandes Gueules, nous parlerons politique avec le chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla. En avril sur Calac, c'est Spécial Dragon. Tout ce mois d'avril, c'est Aboubacar Demba Camara, le dragon de la musique africaine de Guinée. 5 avril 1973, 5 avril 2021. 48 ans déjà. Aboubacar Demba Camara. Le 5 avril 1973 marque une étape tragique de l'orchestre guinéen Bembeya Jazz National, avec la mort accidentelle de l'inimitable chanteur-animateur soliste à la voix de ténor, Aboubacar Demba Camara. Cette disparition subite entraîne un repos forcé de l'orchestre phare de la Guinée qui ne se remettra jamais complètement de cette disparition. Tout ce mois-ci, Calac Radio rend hommage au dragon de la musique africaine, Aboubacar Demba Camara. Des témoignages inédits, des portraits, ses plus gros hits. Revivez la période Bembeya à travers le dragon Aboubacar Demba. Mois spécial Dragon Aboubacar Demba, c'est exclusivement sur Calac Radio.